Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Une date dans ce 20h30. Le 20 mai se célèbre dans 9 jours, sans tambour ni trompette. Covid-19 oblige. En ouverture de l'évocation ce soir, les premiers moments du référendum pour l'État unitaire. Une sonnette d'alarme dans le journal. L'assouplissement des mesures barrières contre le Covid-19 n'a pas sonné la recréation. Comment revenir à la prise de conscience des risques? C'est le débat dans le journal ce soir. Une dame aux commandes de la mairie de Banjul, Niki Love Maptue Foto, une digne héritière de son père élue ce lundi. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Annonce présidentielle, il n'y aura pas de manifestation publique pour célébrer ce 20 mai 2020, mais la fête de l'unité nationale demeure un grand moment de commémoration de l'État unitaire dans la ferveur patriotique. À 9 jours de l'événement, la rédaction ouvre ce soir une page spéciale consacrée à l'évocation des étapes qui ont mené le Cameroun à l'unification. Le référendum, bien sûr, mais d'abord le préalable, c'était le 6 mai 1972 et la plaidoirie du président Amadou Ahidjo pour la naissance d'une république unie. Séverin Legambele raconte ce jour historique. En raccourci, la date du 20 mai 1972 a, en amont, une succession d'événements, dont le phénomène de la réunification. La mise en commun du Cameroun sous tutelle britannique avec le Cameroun oriental se fait le 1er octobre 1961. Elle débouche sur la naissance de l'État fédéral qui va évoluer entre 1961 et 1972. À partir de 1962, on a observé l'un des moments qui préfigurait déjà l'État unitaire. On observa la création d'un groupe parlementaire unique. Et puis les choses vont s'accélérer en 1966 avec la mise sur pied du parti unifié, l'Union nationale camerounaise. L'annonce officielle de l'État unitaire intervient le 6 mai 1972. Dans ces conditions où les structures fédérales apparaissent comme un handicap au développement rapide du pays, où en revanche, le peuple camerounais a déjà consacré dans les faits sa profonde unité, ma conviction, mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction est que le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de l'État. Le référendum qui est organisé 14 jours après aboutit à l'élaboration d'une nouvelle constitution, celle du 2 juin 1972. Avant le 20 mai, le président nous a réunis 5 personnes. Le président lui-même, le président actuel, M. Senghor, Moussa Yaya et votre humble serviteur pour nous demander d'examiner en première approche ce qu'il fallait faire pour la nouvelle constitution. Et le retour à l'État unitaire a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme partout par le peuple camerounais. Au sujet du référendum, il y a toujours cette polémique autour des résultats. Il y avait une question à laquelle il fallait répondre par oui ou non. L'essentiel, c'est de savoir si les Camerounais veulent accéder à l'unité pour le développement économique, social et politique de la nation. Et pour trancher ce débat, il faut savoir que les bulletins de vote avaient des couleurs différentes, bien distinctes. Que ce soit au Cameroun occidental ou au Cameroun oriental. Un bulletin de vote pour le oui blanc et un bulletin de vote pour le non ou no gris. Donc, il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Mais on peut davantage interroger, comme on l'a dit précédemment, les raisons ou le caractère constitutionnel de la démarche du président Ahidjo. Des faits et des interrogations qui permettent une meilleure compréhension de l'histoire du Cameroun.
Continuons de remonter le temps et il y aura ensuite ce que certains historiens ont baptisé la révolution pacifique du 20 mai 1972. Quelques acteurs et témoins du référendum en parlent aujourd'hui comme d'un acte fondateur de l'unité nationale, vécu, on vient de l'entendre, dans un enthousiasme généralisé. Florilège de souvenirs de certaines figures emblématiques de notre histoire, c'est dans ce reportage de Romuald Ntui-Sengok. Boulevard du 20 mai 1972, la mémoire de l'histoire nationale roule au cœur de la capitale camerounaise. L'histoire du référendum qui consacre l'avènement de l'État unitaire, date inoubliable pour cet élève de l'époque. Je me rappelle, mon père était chef et il nous a expliqué que c'était une situation bienvenue, bien heureuse, pour que l'on intègre le fait que le Cameroun doit être indivisible. Il y avait un engouement total pour que le pays accède à une autre vision. Virage majestueux du Cameroun oriental et du Cameroun occidental vers le même idéal, la même philosophie du vivre ensemble. J'étais nommé président du bureau de vote de l'école normale supérieure. Ce qui caractérisait cette journée, c'était l'enthousiasme de tous les électeurs qui venaient, tous les citoyens qui ont salué la décision du président Ahidjo de ramener donc le Cameroun à ce qu'il a été dès le départ, un seul Cameroun. Face à la montée actuelle de la fièvre sécessionniste, le conte de la révolution pacifique se dit avec une notable nostalgie. J'étais bien sûr à la radio et j'étais le chef du bureau de rédaction à l'information anglaise. Mais on m'a appelé et je sentais vraiment nerveux parce que ce jour-là, quand on t'appelle à la présidence pour venir faire quelque chose, jusqu'à sortir de la présidence, tu n'étais pas sûr. Jusqu'à mon retour à la radio, après avoir lu le message, je tremblais. Mais je crois que c'était une bonne expérience. Les négociations ont été faites. Les Mouna, les Foncha, les Ahidjo sont tombés d'accord. À l'époque, j'étais conseiller technique au ministère de l'administration territoriale. Tous les partis politiques camerounais luttaient pour la réunification et l'unité du Cameroun. C'était le parachèvement de la lutte de libération du pays que d'arriver à un pays, un État. Ce boulevard de souvenirs mène à une seule destination, l'unité du Cameroun à préserver. Ce moment magique et fondateur a posé les jalons de ce que nous sommes aujourd'hui. Appelons cela le Cameroun Way of Life et ouvrons ce soir la série sur ce qu'on va appeler la camerounité. Premier élément hérité bien plus tôt encore de la réunification de 61, c'est le bilinguisme, la pratique concomitante et égale du français et de l'anglais scellée par la Constitution et renforcée au fil des ans par des lois et des institutions républicaine. Le regard de Rodrigue Bertrand Tueno. Le bilinguisme du Cameroun est envié au-delà de ses frontières et très souvent, c'est au détour d'un séjour à l'extérieur du triangle national que ses citoyens en prennent la mesure. J'ai pu l'expérimenter lors d'une conférence au Ghana, à Accra, en 2017. Et là, on a des participants de langues diverses. C'était une occasion où nous exposions en français, mais les interlocuteurs devaient nous poser les questions en anglais. Et c'était facile pour nous, puisque dans les groupes où nous étions, on se retrouvait avec certains qui venaient de pays purement francophones, qui ne pouvaient pas bien comprendre les questions en anglais. On devait donc traduire pour eux. Et c'était fort intéressant de voir comment on peut être plus riche lorsqu'on parle toutes ces deux langues-là. Depuis plus d'une décennie, la fascination de ce bilinguisme pousse plusieurs étrangers à venir s'abreuver à la source et les centres linguistiques pilotes sont des points de chute. En 2019, par exemple, on a enregistré à peu près 150 Équato-Guinéens, 45 Tchadiens, certains pour le français, d'autres pour l'anglais, 60 Nigérians, 6 Brésiliens, 2 Américaines, une dizaine de Sénégalais, le centre linguistique de Boya quand il n'y avait pas encore la crise,
Une bonne partie du tourisme à Buea était généré par les apprenants équato-guinéens. Ils prenaient des chambres dans les hôtels à Buea ou alors ils louaient des maisons et ils s'inscrivaient dans notre centre linguistique régional de Buea pour apprendre soit le français, soit l'anglais. Désormais, ce bilinguisme s'exporte. On a des demandes d'aller faire cours au Nigeria. On a aussi reçu une demande à travers une université pour aller faire cours en Guinée équatoriale. Une évolution qui incline à rendre davantage hommage aux pères fondateurs. Et il fallait protéger tout cela, armes au poing, l'unité nationale, le socle granitique de l'État, l'intégrité territoriale, toutes choses qui constituent des acquis sacrés défendus par une armée professionnelle et républicaine. Dès sa création, l'armée camerounaise s'est positionnée comme le dernier rempart de l'État-nation. Avec honneur et fidélité, elle défend ici et ailleurs les couleurs nationales avec bravoure et abnégation. Le commentaire de la rédaction est signé Éric Benjamin Lamère. La vieille dame a 61 ans aujourd'hui, mais elle conserve toute sa grâce et sa puissance. Depuis 1959, elle n'a jamais failli à son serment de défense de l'intégrité du territoire, de protection des institutions républicaines et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette valeureuse dame, c'est bel et bien l'armée camerounaise. Véritable creuset de la nation, dont elle est d'ailleurs l'émanation, l'armée camerounaise, disciplinée et professionnelle, s'est toujours montrée à la hauteur des défis auxquels elle a été confrontée, en dépit des rares égarements de quelques-uns de ses éléments. Des opérations de pacification à l'aube des indépendants jusqu'à la lutte contre les sécessionnistes en passant par la guerre des Bakassi, celle contre Boko Haram, la lutte contre les coupeurs de route et contre la piraterie maritime, sans oublier la chasse aux groupes rebelles centrafricains en perdition au Cameroun. Cette armée n'a fait l'économie d'aucun sacrifice pour sanctuariser le territoire national. En cela, son statut de dernier rempart de la nation est largement mérité. Mais au-delà de ses missions régaliennes, cette armée prend activement part aux efforts de développement du Cameroun. Elle est ainsi présente dans les chantiers de construction des routes, d'écoles, de points d'eau et de marchés, entre autres. Les hôpitaux militaires, fréquentés à plus de 80% par les civils, sont parmi les plus réputés du pays. Ce n'est autre que la traduction concrète du concept de défense populaire qui se décline dans le lien armée-nation. Et c'est bien une émanation de la nation, l'armée camerounaise, qui œuvre essentiellement dans l'intérêt des populations dans la région de l'Adamawa. Allons-y donc pour voir les forces de défense sur le terrain. Au service de ces populations, elles servent de bouclier auprès du peuple contre les preneurs d'otages et les coupeurs de route. La sécurité renaît là-bas. Confirmation dans ce reportage de Daniel Belinga Ngeni à Ngaoundéré. Certains villages devenus fantômes du fait des assauts des preneurs d'otages avec demande de rançon reprennent vie. Faut dire que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avait mis fin à la récréation en renforçant les forces de défense. Le GPIC mettait donc pied pour la toute première fois dans l'Adamawa. Le bataillon d'intervention rapide a eu de nouveaux éléments et la brigade d'infanterie motorisée sur place s'est davantage activée. Résultat de course, de nombreux gangs de malfrats sont dans les filets. D'autres, dans les échanges de tirs, sont neutralisés. L'armée triomphe et la population respire une ère nouvelle, vague paisiblement à ses occupations, sans peur aucune. Depuis vraiment l'appui du président de la République, le ministre de la Défense est descendu à Belel. L'administration a pris les choses en main. C'est passé, c'est fini. Et le travail même des comités de vigilance, on les a un peu éduqués, on les a enseignés la prise de conscience, comment même faire cette autodéfense. Le pouvoir en place reste confiant. Nul n'échappera à la loi. Faut tout simplement se ranger avant qu'il ne soit trop tard. Notre concept de défense est populaire. Tout le monde doit être concerné dans cette lutte-là. Les institutionnels demandent donc l'accompagnement des forces vives de la localité, des élites de la localité, des chefs traditionnels de la localité et des personnes de bonne volonté
C'est là, dans le concept d'armée-nation, cette lutte devrait être appréhendée de cette façon. Au regard de la confiance qui existe entre population et son armée, l'une renseigne l'autre et l'autre protège l'une. On comprend à cet effet le slogan devenu plus qu'une réalité, armée et nation. Dans la Damawa, les deux entités se tiennent main dans la main. La suite du journal est la croisade contre le Covid-19. En première partie de ce dossier, faisons donc le point de l'opération de rapatriement des 600 Camerounais environ en détresse à l'étranger. Première escale, l'atterrissage ce lundi soir d'une vague de 61 compatriotes. C'était ce lundi après-midi en Simalène, un vol en provenance de Bangui en Centrafrique. Ce sont là des avions qui sont affrétés par l'État sur instruction du président de la République sous la coordination de nos représentations diplomatiques à l'étranger. Voici les modalités de l'accueil ce soir en Simalène. C'est un reportage de William Badier. À 17h25, l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines, venu de Bangui en République centrafricaine, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. À bord, 61 Camerounais en situation de détresse à l'étranger ont pu regagner la capitale Yaoundé à l'initiative du président Paul Biya. Nous devons dire merci au président de la République, au président Paul Biya qui est un père de famille, qui a compris cette détresse de ses enfants qui étaient basés par tout le monde. En père de famille, le chef de l'État vient de répondre favorablement aux cris poussés par les compatriotes en souffrance loin de leur patrie. En retour donc, tous ces rapatriés de la République centrafricaine disent merci au président Paul Biya. Parce que vous savez, quand vous avez voyagé et vous avez un budget, vous arrivez, votre budget fini. Et vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Ces voyageurs sont très contents de rentrer chez eux. Comme eux, de nombreux Camerounais en provenance de Dubaï, de Tunis, d'Abuja et Dakar regagnent la capitale par les soins du président Paul Biya, soucieux du bien-être de chaque Camerounais vivant au pays comme à l'étranger. Grâce au nouveau dispositif sanitaire permettant d'effectuer des tests, en 15 minutes seulement, chaque passager est fixé sur son sort et les cas positifs au test du coronavirus seront immédiatement pris en charge dans les hôpitaux spécialisés et ceux négatifs pourront regagner immédiatement leurs familles respectives. Deuxième escale, un autre vol en provenance des États-Unis d'Amérique, lui, a ramené au bercail une trentaine de concitoyens. Tous saluent ce geste du chef de l'État et expriment leur soulagement et leur gratitude. Correspondance de Cyril Peta à New York. Les contingents de la zone Amérique, c'est plus d'une trentaine de Camerounais en détresse qui ont été recensés. Pour la plupart restés anonymes, on a compté des hommes d'affaires, des couples et familles venus pour des raisons personnelles aux États-Unis et qui se sont vus bloqués après la fermeture des frontières américaines. Une situation de crise à durée incertaine qui a forcé la plupart à se procurer des chambres et appartements sur des sites Airbnb relativement moins coûteux. Je ne trouve pas de mots. Je suis tellement contente. Je profite de cette occasion pour dire merci au président de la République pour ce geste humain qu'il a posé vis-à-vis de ces enfants que nous sommes. Dans les échanges recueillis, entre calvaire et difficultés financières, ce sont des gratitudes et reconnaissances qui ont été adressées à l'endroit du chef de l'État, Paul Biya, qui, en père de famille, a décidé de voler au secours de ses enfants. Direction maintenant le quartier Messa ici à Yaoundé, au call center de notre quartier général de la lutte contre le Covid-19. La riposte nationale telle qu'elle va ce soir, nous retrouvons à ce QG notre correspondant sur place, Évariste Yanga, est en compagnie du docteur Aristide Stéphane Abba. Bonsoir Évariste, quelles sont donc les nouvelles ce soir au centre au terme de ce point de presse quotidien?
Bonsoir Adèle, c'est une nouvelle avancée. 59 nouveaux patients qui ont guéri du Covid-19 au Cameroun. La courbe des guérisons est toujours ascendante, mais elle se fixe ce soir à 1524 pour indiquer le bilan qui s'est amélioré au cours des dernières 24 heures. Voici une autre indication du docteur Fané qui officiait au moment du point de presse de ce soir. Eh bien, les données du Cameroun précisent actuellement que le pays se trouve au stade 2 de la pandémie, c'est-à-dire un stade de transmission dans les communautés. C'est pour cela qu'en terminant son propos, elle a bien voulu indiquer qu'il y va de la responsabilité de chacun de briser la chaîne de contamination en observant les mesures barrières. Ce soir, nous recevons le docteur Abba Aristide Stéphane. Il est le chef section opération de lutte contre la Covid-19. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Avec vous, on va parler du dépistage rapide. Edith, les 5000 tests de dépistage rapide mis à disposition par le chef de l'État sont déjà opérationnels. Qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'ici? Évariste, il faut dire qu'à ce jour, 533 passagers, dont des Camerounais qui sont revenus de l'étranger, sous instruction du chef de l'État, ont pu bénéficier du dépistage au test diagnostic rapide. Sur un total de 675 qui sont planifiés, ça veut dire qu'à peu près d'ici là, 80% des personnes prévues ont déjà été dépistées grâce au test diagnostic rapide. Le corps médical a célébré l'arrivée de ce test de dépistage rapide. Quel est le problème qu'il va résoudre dans la prise en charge? Évariste, il faut dire que ce test est une innovation au regard de la dynamique de la pandémie actuellement dans notre pays et également au regard de la faible perception du danger. Ce test vient combler un vide. Il va nous permettre d'être plus réactifs et également de nous déplacer dans des endroits qui sont les plus reculés pour apporter les soins à tous ceux qui en ont besoin. Dites docteur, il y a environ 150 patients hospitalisés actuellement. Pourtant, le virus est déjà présent dans les communautés. N'a-t-il pas nécessité aussi d'aller dépister par là? Effectivement, Évariste. En fait, ce test diagnostic rapide va nous permettre d'améliorer notre stratégie de dépistage en allant chercher dans la communauté toutes les personnes qui ont pu passer entre les mailles du filet. Donc, on va l'utiliser pour la recherche active des cas en communauté. Nous l'utilisons déjà pour tous ceux qui viennent de l'étranger au niveau des postes de santé, aux frontières. Également, il pourrait éventuellement être utilisé pour les organismes et structures spécialisées où on n'a pas besoin d'un arrêt de production parce qu'on a besoin d'avoir tout le monde fixé sur son sort quant à la maladie. Merci docteur, on va s'arrêter là en vous remerciant pour votre haute contribution. Toutes nos excuses de vous avoir extirpé de vos hautes occupations, mais vous avez aidé plus d'un Camerounais dans cette phase de sensibilisation audiovisuelle. À vous. Merci infiniment Évariste, merci au docteur Abba. Et parlons donc dans la suite du journal de cette sensibilisation qui doit continuer dans cette lutte contre la pandémie. Le gouvernement avait dit assouplissement, certains ont compris annulation des mesures barrières. L'autorisation d'ouvrir les espaces de loisirs au-delà de 18 heures était pourtant assortie dans la bouche du Premier ministre, chef du gouvernement, du rappel du port obligatoire des masques et de la nécessaire distanciation sociale. Des gestes aujourd'hui oubliés dans les bars, restaurants et autres boîtes de nuit. Comment donc resserrer la vis face à ce relâchement? C'est ce qui fait débat en ce début de semaine au Cameroun. Regard croisé, c'est dans ce reportage de Oswald Medon. Une image prise au hasard dans les rues de Yaoundé ce lundi. Une image qui vaut bien 1000 mots, puisqu'à elle seule, elle est le reflet de la société camerounaise face à la pandémie du coronavirus. C'est un fait. Le masque facial n'est pas ici la chose du monde la mieux partagée. C'est que beaucoup ont confondu l'assouplissement des mesures gouvernementales avec la levée des mesures barrières. Ici, nous sommes dans un conflit sémantique. Les deux principales mesures qui, cependant, sont à l'origine de la polémique posent une interprétation qui ne sied pas avec les stratégies qui nous permettent de lutter contre la pandémie. Et cette façon de faire peut être lourde de conséquences. On a l'impression que c'est maintenant que la maladie va vraiment se propager parce que sans respecter les mesures, on est plus exposé. Il faut qu'on amène les populations à prendre conscience, que chacun sache que le danger est permanent. Certains en appellent aujourd'hui un tour de vie supplémentaire,
sur ces mesures gouvernementales. On montre aux Camerounais que c'est grave, parce qu'ils ne doivent pas prendre ça à la légère. Dans la ligne de mire, les transports en commun et les débits de boissons où l'on s'accommode peu ou pas avec les mesures barrières. Les gens, il est certes, portent les masques à l'entrée, mais cependant à l'intérieur, enlèvent ces masques parce qu'ils ne peuvent pas boire avec eux les masques. Moi, personnellement, je ne pars pas au bar après 18 heures. Donc si les bars sont ouverts et personne n'y va, ces bars vont se fermer eux-mêmes. Mais plus que la répression, beaucoup font appel à l'autodiscipline et à la responsabilité de tout un chacun. Il faut qu'il y ait d'abord prise de conscience personnelle et on peut réussir. Le relâchement observé a d'ailleurs conduit à de nouvelles prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement, parmi le contrôle des heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, ou encore le renforcement des contrôles pour éviter les surcharges. Avant d'être une affaire de tous, c'est un combat individuel qu'il faut mener contre la pandémie. Et c'est à ce prix-là seulement que la victoire collective sera assurée. Sur le front de la prise en charge contre le coronavirus, cette maladie est venue rappeler la richesse de la pharmacopée traditionnelle camerounaise et en attendant la loi qui viendrait encadrer le métier de praticien chez nous, leurs propositions en ce moment sont passées au crible des experts des deux ministères de la Santé publique et de la Recherche scientifique, un encadrement sur le plan scientifique et même sur le plan financier. Lumière sur ces procédures, c'est dans cette enquête de Martine Noël Ndengue. Les médicaments traditionnels anti-Covid-19 affluent, comme ceux-ci, en attente de tests dans les laboratoires de l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Voici certains médicaments des tradithérapeutes. Nous allons les garder et faire les tests. Une trentaine de chercheurs proposant des solutions locales anti-Covid-19 ont été enregistrés ici à ce jour. Goulbetara ou encore la poudre d'Artemisia made in Cameroun attendent le verdict. Ce qu'on fait, c'est pour standardiser les produits et on est en train de programmer une réunion avec eux. Dans la réunion, on prévu aussi les médecins qui travaillent avec les malades de Covid-19 pour voir dans quelle mesure on peut tester les produits sur les êtres humains qui sont infectés avec Covid-19. Donc les produits qu'on aurait certifiés avec les études in vitro. Le ministère de la Santé publique n'est pas insensible aux propositions des tradithérapeutes. D'ailleurs, une délégation est allée à Douala sur les traces de la solution anti-Covid-19 de Monseigneur Samuel Cléda pour un éventuel accompagnement. C'est un accompagnement dans la recherche, que c'est un accompagnement scientifique pour s'assurer que le produit est de qualité, est efficace et est inoffensif. Donc voilà l'accompagnement qu'on a proposé à Monseigneur Cléda, qui a accepté. Toutefois, un appui financier peut être envisagé si le triptyque qualité, efficacité et sécurité du médicament est respecté. Allons justement à l'hôpital catholique Saint-Paul de Nilon à Douala pour vérifier l'efficacité de ces propositions de Monseigneur Samuel Cléda. Là-bas, on nous dit que de nombreux malades du coronavirus sont pris en charge et guéris par ce protocole à base de plantes naturelles. Témoignage sur l'efficacité de la découverte de l'archevêque herboriste, retrouvant sur place à Douala, Rufin Kacham. Bonjour madame. Bonjour ma soeur. C'est jour de sortie pour cette patiente. Très bien. Ça va très bien. Après quelques jours d'hospitalisation suite au Covid-19, elle aurait recouvré la santé grâce au protocole de soins contre le coronavirus élaboré par Monseigneur Samuel Cléda. Traité avec le médicament de Monseigneur Cléda, elle se sent bien. Je pense qu'elle doit sortir. Quand je suis arrivée ici, ils ont vu mon scanner et ils m'ont prise en charge. Et depuis lors-là, je n'ai plus rien. La fièvre, tout a cassé. Je suis à 36,5 tous les jours. Pour le point focal Covid-19 de cet hôpital, plus tôt le patient se présente, meilleure est la prise en charge. Il faut seulement que les gens aillent tôt à l'hôpital, comme pour toute maladie, parce que même pour les cancers, quand on s'est pris à temps, on guérit.
D'après les registres, plus de 200 personnes souffrant du coronavirus ont été prises en charge dans cette formation hospitalière. Les gens viennent de partout. Les gens partent de Yaoundé, les gens viennent de Bafoussam, de Déa, partout. Nous sommes envahis. Actuellement, là, il y a 10 malades en haut. Il me faut 10 flacons. Et là, j'ai moins de 10 flacons. En sa qualité de point focal, elle recueille également les témoignages d'anciens patients guéris à base de ce médicament élaboré par l'archevêque métropolitain de Douala. Moi, j'ai testé sur moi, mais on a testé sur 3 ou 4 prêtres. Donc, moi, je pense que ça marche. L'exploit est donc permis. Dans la série ouverte ce soir sur les gestes à proscrire dans ce combat contre la pandémie, carton rouge contre ceux qui font du 15-10 un jouet. Des mauvais plaisantins qui appellent le numéro vert du Centre des opérations des urgences de santé publique pour des fantaisies. Le ministère de la Santé publique travaille maintenant à un système de filtrage. Allons voir cela au call center de Messa. C'est un reportage de Franck Evna. Ok, monsieur, le 15 dit c'est le numéro vert du ministère de la Santé publique dédié au Covid-19. Sur 5 appels reçus au 15-10, 4 sont comme celui-ci, c'est-à-dire hors contexte. Rien à voir avec la pandémie du coronavirus. Les individus qui composent le numéro vert du Centre des opérations des urgences sanitaires sans raison valable. Le flux d'appels qui arrive au niveau du centre est près de 2500 pour une réception de 30 appels. Et ces appels, beaucoup plus, c'est des appels qui rentrent dans les dérangements. Avec ce flux d'appels fantaisistes, la ligne du 15-10 est permanemment saturée. Les gens se plaignent du numéro vert qu'il n'est pas inaccessible, mais qu'il est difficile d'accès. Justement parce que nous recevons des gens qui appellent qui nous saturent le réseau. Il faut pourtant dégager la ligne au profit des appels utiles. Le filtrage commence par les téléconseillers avant de se poursuivre chez le médecin en service au call center. Les informations que nous recevons des téléconseillers sont l'identification, le numéro de la personne qui a pris contact avec le 15-10. Après avoir étalé tous ces signes et symptômes, nous allons donc définir si ces signes sont en accord avec le Covid-19. Donc c'est ainsi que nous définissons si c'est une alerte à transmettre à la section opération. L'option de la décentralisation du numéro d'alerte est aussi envisagée. Pour que, de manière autonome, que les régions prennent en charge leurs usagers. Ça, c'est un travail qui est en cours. Une approche pour décongestionner le 15-10 et fermer la ligne aux plaisantins. La musique convoquée au secours de la lutte contre le Covid-19 à Bamenda, dans le nord-ouest. Le single d'un étudiant de 28 ans fait le buzz là-bas. Le titre appelle à se laver régulièrement les mains et fustige l'insouciance de certains compatriotes. Augustin Guizana, un mélomane à Bamenda. La pandémie du Covid-19 est au stade de la contamination communautaire dans le nord-ouest et Chris Bitt joint sa voix à celle des autorités sanitaires de la région pour sonner l'alerte. Le lavage des mains à l'eau et au savon, le port des masques entre autres mesures sont négligés par certains que l'artiste fustige. Machbou veut dire lave les mains dans ma langue. Bimbi. Étudiant à l'université de Bamenda, le natif d'Ako, dans le Ndonga Mantung, appelle les populations au respect scrupuleux des gestes barrières. Machubo, lavez vos mains, est une composition de Guy Christo de son nom d'artiste, Chris Bitt, avec les voix de Nelly Lamde, Niedor Castato, Juve Luisa, Guy Brandon et Ndimo Ford, produit par Thomas Unze. Dans la région de l'Ouest, allons voir les efforts de l'élite locale aux côtés du gouvernement dans ce combat contre le Covid-19. Le député Bernard Fongan vient de remettre un important lot de matériel de protection à l'hôpital régional de Bafoussam. Le reportage André Aristide et combat à Bafoussam. L'hôpital régional de Bafoussam, principal centre de prise en charge des malades atteints du Covid-19 dans la région de l'Ouest, a reçu de bon cœur la donation de l'honorable Bernard Fongan. Le paquet composé d'atomiseurs désinfectants, poubelles à pédales, gel hydroalcoolique, pulvérisateur et thermoflash était assorti des denrées alimentaires pour la nutrition des patients. Je suis franchement aux anges.
Ce don de l'honorable Fonga me va tout droit au cœur. Tout d'abord à ma personne, comme directeur de cet hôpital, et au nom de tous mes personnels. À côté du matériel de prise en charge, le débonnaire a remis un appui financier de 1 500 000 francs pour la motivation du personnel de santé dévoué à la tâche. Le président de la République, en validant donc le plan, en nous donnant des armes et en libérant l'économie, nous estimons qu'il a fait sa part. Il nous reste à nous, concitoyens, en respectant les règles barrières, de vaincre l'ennemi qui est le Covid-19. Cette solidarité agissante entre dans le sillage des autres gestes posés par la progéniture du patriarche Photo-Victor, pour qui une minute de silence a été observée pour honorer sa mémoire. À l'ouverture de la page politique du journal, cette note, le président de la République a signé ce 11 mai d'importants textes. L'un porte création et réorganisation de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. L'autre porte changement de dénomination et réorganisation de l'École nationale supérieure de Yaoundé. Un autre décret du président de la République réorganise l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. Et dans la foulée, le chef de l'État a également signé des décrets qui nomment des présidents des conseils d'administration, l'un au laboratoire national vétérinaire et l'autre à l'agence de régulation des marchés publics. Nous y reviendrons. Ce sera donc Niki Love Maptue Focho, le nouveau maire de la commune de Pété Banjoun, était élu ce lundi au cours de la session ordinaire du conseil municipal. C'était en présence du mandataire du RDPC, Edouard Akamonfoumou. Christelle Kenmounié est à l'ouest. Voici le nouveau maire de la commune de Pété Banjoun dans le département du Konki. Niki Love Maptue Foto remplace son père, Photo Victor, décédé le 20 mars dernier en France. Elle remporte le vote avec 40 voix sur 40. Ayant été premier adjoint au maire pendant les 7 dernières années, aux côtés du patriarche Photo Victor, elle se dit bien outillée et engagée pour servir et poursuivre le développement de Banjoun avec le concours de tous. Cette victoire est avant tout la victoire du patriarche Photo Victor, Fonyabou. Je ferai appel à tous les conseillers de la commune de Pété Banjoun, à toute la population de Pété Banjoun aussi, de venir se joindre à moi, de m'accompagner, pour que nous puissions ensemble mener à bien les projets commencés par le maire Photo Victor Fonyabou. Certains grands chantiers ont commencé, comme vous le savez, la construction des logements municipaux, la construction de la cité municipale. Nous devons de tout faire pour qu'à la fin de ce mandat, tous ces grands projets soient réalisés. Au cours de cette même session, David Kenyé a été élu premier adjoint au maire. Le préfet du Kunki Donatien, qui présidait les travaux, a demandé à tous les fils et filles Banjoun de se mettre ensemble, la main dans la main, pour la réalisation des projets de développement entamés pour l'émergence de cette cité. Un maire qui quitte la Seine dans le sud-ouest, la ville de Mamfé, pleure son magistrat. Achou Prinsley Ojon a perdu la vie hier dimanche dans une attaque attribuée à des sécessionnistes. Le jeune magistrat municipal de 34 ans venait d'entamer à peine son tout premier mandat à la tête de cette ville. Le récit de Roger Samakiporo dans la Magno. La dernière apparition publique du maire de Mamfé, Achou Prinsley Ojon, c'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de dons organisée par les élites de la Magno. La nouvelle de son décès surprendra plus d'un dans la matinée de dimanche. C'est à Echobi, son village natal, que le magistrat municipal a trouvé la mort dans une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés. Achou Prinsley Ojon venait à peine d'entamer son tout premier mandat comme maire de Mamfé à la faveur du double scrutin du 9 février dernier. Le magistrat municipal s'était beaucoup investi dans la lutte contre le Covid-19.
Titulaire d'une licence en psychologie, il était un opérateur économique qui participait à la création d'emplois jeunes au niveau local. Il quitte la Seine à 35 ans et laisse derrière lui une épouse et 4 enfants. Les condoléances du 20h30 à la famille si durement éprouvée. La Société de recouvrement des créances du Cameroun sous les feux de la rampe avec son tout nouveau statut et l'installation récente de son nouveau président du conseil d'administration. Le décret présidentiel portant réaménagement et fonctionnement de l'institution signé par le chef de l'État est venu accroître les missions et les prérogatives de la RCC qui s'inscrit désormais comme la structure clé pour le recouvrement des créances bancaires au bénéfice de l'État et des créances sinistrées également. Rabiatou Foudaoutou. C'est une aventure vieille de 3 décennies. L'histoire de la Société de recouvrement des créances du Cameroun commence un certain 18 août 1989 à la faveur d'un décret présidentiel qui lui confère comme mission de départ la liquidation de la Société camerounaise des banques. Le temps et les actions feront le reste. Les missions s'ajoutent, le portefeuille s'étoffe. Entre liquidation des banques, recouvrement des créances bancaires et remboursement des épargnants sinistrés, l'activité ne cesse de se développer jusqu'au tournant décisif le 9 janvier 2020. En dehors de notre zone d'action traditionnelle qui est le secteur financier, on va s'étendre donc aux administrations publiques, aux entreprises publiques, aux microfinances, aux établissements financiers privés et nous allons poursuivre le recouvrement des condamnations judiciaires en faveur de l'État. L'État nous reconnaît un rôle de conseil juridique des entreprises publiques et des administrations publiques. Recouvrement des créances issues de condamnations pécuniaires, la nouvelle attribution place la SRC aux côtés de la justice camerounaise. Nous allons saisir le ministère des Finances qui est notre tutelle technique aux fins de concertation avec le ministère de la Justice afin d'élaborer des procédures qui vont nous amener à avoir les contours de l'exercice de cette mission. Nous aurons besoin des corps de magistrats du tribunal administratif. Nous aurons besoin des inspecteurs du Trésor. De nouvelles missions, des prérogatives qui sécurisent, privilèges du Trésor, puissance publique. Désormais, les porteurs de contraintes au sein de l'institution peuvent vaquer à leurs occupations sans redouter les menaces, intimidations et plaintes parfois abusives dont ils ont souvent fait l'objet par le passé. Le projet de création du parc national des Baux à la zone frontalière à cheval entre les départements du Nkam et de la Sanaga maritime dans le littoral et du Mbamé-Noubou ici dans le centre, ce projet suscite la polémique. Et en effet, un groupe des ressortissants banènes de Yingui dans le département du Nkam s'insurge contre ce qu'il appelle une menace d'expropriation de leurs terres. Le ministère des Forêts et de la Faune explique à travers son directeur des forêts. Voici ces éclairages. C'est un reportage de Joël Igor Abanda. C'est depuis le 4 février 2020 que le ministère des Forêts et de la Faune a classé dans le domaine privé de l'État la zone forestière de 64 835 hectares située dans les arrondissements de Yabassi et du Yingui, département du Nkam, devenant ainsi une unité forestière d'aménagement. Nos frères de Nkam, effectivement, ils ont besoin d'être davantage sensibilisés, n'est-ce pas, sur ce que c'est qu'une unité forestière d'aménagement, sur quels sont les enjeux qui sous-tendent effectivement cette approche gouvernementale. Il est clair, la constitution d'un espace forêt en unité forestière d'aménagement ne spolie en rien les intérêts fonciers des populations. La reconfiguration de l'ancien site du projet de parc des Baux était devenu un impératif pour le gouvernement camerounais. Une fois qu'une unité est cédée à un opérateur économique, soit par voie d'adjudication ou par voie de compensation, il a l'obligation de mettre en place une unité forestière, une unité de transformation du bois. L'opérateur doit se doter d'un plan d'aménagement. Parce que le plan d'aménagement, lui, vise la gestion durable, n'est-ce pas, des ressources forestières. Effectivement, l'exploitation forestière engrange un certain nombre de recettes, soit pour l'État, soit pour les communautés villageoises.
Avec 4% de contribution au produit intérieur brut, le secteur forestier est le troisième secteur économique après les hydrocarbures et le pétrole. L'exploitation forestière est donc essentielle pour le développement du Cameroun et avec la décentralisation en cours, cela profite davantage aux populations locales. Ici à Yaoundé, dans les environs, non loin les populations de Mbokdoum, c'est un quartier situé derrière l'université catholique de Nkolbison, vont sortir, ces populations-là, elles vont sortir de l'enclavement. Le ministre de l'économie vient en effet de leur offrir plus de 500 mètres de route bitumée pour améliorer la qualité de l'artère principale de ce quartier. Pierre Binambarga. Ces dalles en béton armé posées sur cette route viennent changer le quotidien des populations de ce quartier Mbokdoum, situé juste derrière l'Université catholique d'Afrique centrale, campus de Nkolbison. Nous ne passions pas par une route aménagée, mais le plan de lotissement prévoyait les passages, les routes, les servitudes, les lots. Nous avons donc sollicité le ministre du plan qui nous a donc accordé un financement de 70 millions. La route était impraticable en saison sèche comme en saison de pluie. Il y a une couche de poussière qui pouvait vous arriver aux genoux. Ceux qui allaient en voiture, c'est la même chose, on glisse dans la poussière. En saison pluvieuse, c'est encore pire. Le père Carme Deschaux Martial et ses fidèles disent merci au Minépat pour ce tronçon qui sort les populations de l'enclavement. Dans ce quartier, il y a un grand hôpital conçu par les sœurs carmélites, de nombreuses congrégations religieuses. On peut aussi apercevoir ça et là des écoles en gestation. Après la route, un autre problème crucial reste à résoudre, celui de l'eau potable. Un forage fait à une profondeur de 115 mètres qui va nous permettre de donner l'eau aux 3500 âmes qui vivent ici. Mbokdoum sort progressivement de la précarité. Le père Martial et ses fidèles tendent encore la main au Minépat pour qu'il achève cette œuvre qu'il a si bien commencée. Hier, 10 mai, était journée mondiale du lupus, comme chaque année, pour sensibiliser le public au sujet de cette maladie rare, une maladie auto-immune très invalidante dont les causes restent inconnues. À ce jour, la présentation de Lucie Colette à Voulon. Avez-vous jamais entendu parler du lupus? Ça fait plus de 15 ans que je porte la maladie. Du jour au lendemain, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à bouger. Et il y avait également des manifestations au niveau de la peau. J'avais très mal. J'avais une tension de 17. Je suis allée voir le cardiologue. Jusque-là, les articulations continuaient toujours à faire mal. Entre-temps, je perds les cheveux, j'ai l'éruption cutanée, les rougeurs partout. Je suis toujours malade. Votre propre organisme, qui en temps normal a des cellules qui sont chargées de le défendre, ces cellules ne vont plus reconnaître le soi, c'est-à-dire la cellule de vous, et vont plutôt produire des anticorps, on va appeler ça soldats, qui vont détruire notre propre organisme. Pour quelles raisons? Pour le moment, les causes ne sont pas connues. Quoique rare, elle n'en est pas moins dangereuse. Une femme sur 100 en souffre au Cameroun. La prise en charge de cette maladie chronique orpheline reste coûteuse. En moyenne, 200 000 francs CFA par mois. Et maltraité, le lupus entraîne des complications. Certains examens coûtent vraiment très cher. On ne les fait même pas ici au Cameroun, certains. Il y a de cortensil, comprend, l'hydroxychloroquine, qui est actuellement utilisé pour combattre l'épidémie de Covid-19. La gravité du lupus tient de l'atteinte rénale. En dehors de ça, nous pouvons avoir des atteintes du système nerveux, notamment du cerveau. L'arrivée du Covid-19 et partant la rareté de la chloroquine gêne quelque peu les patients sous traitement. Un journal préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement
Inside the Presidency. Achou Nienti et ses invités sont à vous. Dans un instant, je vous quitte avec ce rappel des mesures barrières. Retenez et appliquez ces messages de sensibilisation contre le Covid-19. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.